Et nous revoilà avec Jade pour une petite interview concernant la médiumnité. Donc Jade, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la médiumnité? Alors, la médiumnité, c'est cette capacité, médiumnité, c'est bien médium, c'est milieu, c'est entre deux. C'est cette capacité à se retrouver ici et ailleurs, c'est-à-dire d'avoir cette communication, de pouvoir voyager ou de toucher, en tout cas, même du bout du doigt, ces mondes de l'invisible et ces dimensions qui nous entourent, puisqu'il y en a quand même quelques-unes au-dessus, voire d'avoir une vraie communication avec ce qu'on appelle l'au-delà, tout simplement. Donc depuis quand es-tu médium? Alors moi je suis médium, j'ai commencé à découvrir ma médiumnité, j'avais 5-6 ans, d'aussi loin que je me rappelle, où je commençais à les entendre, à les sentir me toucher, j'ai commencé à entendre dans la tête des gens, où j'annonçais les événements qui allaient arriver, ça c'est arrivé très vite, 8, 9, 10 ans. Et je n'ai jamais cessé de la travailler, je me suis acceptée telle que j'étais, donc je l'ai développée très très tôt. Et du coup, on arrive à ma troisième question, comment tu l'as développée et travaillée? Alors j'ai eu beaucoup de chance. Je pense qu'il y a beaucoup de médiums qui sont comme moi. J'ai la chance, j'ai entendu en fait. J'entendais depuis l'âge de 5 ans ce guide, j'en ai fait un livre quand même, voire 2. J'entendais ce guide me parler régulièrement et me conseiller sur ce qui allait se passer ou ce qui devait arriver et tout se passait comme il l'annonçait. Donc petit à petit, je lui ai fait confiance. Je l'ai appelé Tao et j'ai découvert quelques années après que c'était mon guide spirituel. Jusqu'au jour où voilà, il a commencé à m'enseigner et à m'expliquer ce qui se passait à la fois sur notre terre, dans nos vies et dans l'au-delà. Et du coup, j'ai commencé à perfectionner. J'ai développé petit à petit, mais un peu en autodidacte entre guillemets avec lui. J'ai commencé à écrire, à développer la radiesthésie, puis les cartes, donc la voyance, etc., etc. Et j'ai cheminé comme ça pendant très très longtemps. Donc qu'est-ce que cela t'apporte dans ton quotidien? Du bonheur. Tout le temps? Alors, du bonheur, parfois difficile par rapport à la souffrance des gens. C'est un petit peu compliqué. Évidemment, ça fait 35 ans que je fais ce métier, donc je côtoie beaucoup de souffrances. Peu de gens viennent vous voir dans un cabinet de médium pour vous dire qu'ils vont bien et qu'ils sont heureux et que leur vie est parfaite. Donc évidemment, un petit peu compliqué, mais en même temps, j'ai la chance de communiquer avec des gens importants, de regrouper des familles qui sont dans le deuil et de les rapprocher de leurs défunts. J'ai des messages extraordinaires et pleins d'amour. Je reçois des enseignements merveilleux. Je n'ai plus besoin, je n'ouvre plus un livre depuis plusieurs années. Quand j'ai vraiment besoin de savoir quelque chose ou j'ai besoin d'une confirmation sur n'importe quel sujet de société, de politique ou d'éducation, je prends mon papier, mon crayon et j'ai la chance de pouvoir tout recevoir en direct. Donc pour moi, c'est toucher un monde qui est magique, qui est merveilleux, qui est plein de tendresse, d'admiration pour nous. Je me sens même privilégiée de faire ce métier. Alors comment est-ce que tu fonctionnes? Alors comment est-ce que je fonctionne? Oui. Par rapport aux clients que je reçois, j'imagine. Oui. Alors, j'écoute d'abord, moi je crois qu'un bon thérapeute, même si je ne suis pas vraiment une thérapeute, mais je crois qu'un bon accompagnateur, parce qu'on est des accompagnateurs, je crois que c'est quelqu'un qui sait écouter. Et je crois qu'écouter les gens, c'est très important. Pas les écouter qu'avec l'oreille, mais les écouter avec le cœur aussi. J'ai tendance à essayer d'entrer dans la situation de la personne que je reçois pour essayer de comprendre ce qu'elle vit. Donc ça, c'est quand même une phase très très importante de ces séances et de ces consultations. J'essaie d'être dans la justesse tout le temps, mais surtout de ne pas imposer de croyances, ni les miennes, ni quelques croyances que ce soit aux personnes que je reçois, surtout de les guider. Je crois qu'un bon médium, c'est simplement un guide. Un médium n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Il faut quand même respecter leur libre arbitre, respecter ce qu'ils sont capables d'entendre ou de ne pas entendre. Tout le monde n'est pas toujours prêt, même s'il rentre dans votre cabinet. Et je crois de pouvoir leur amener une solution, une possibilité autre que celle qu'ils ont envisagée, un sourire, un peu de tendresse et leur amener une vision différente de leur situation, de leur histoire,
peut déjà les aider à faire de grands pas. Et ça, pour moi, c'est important. Donc c'est plus une vision des choses que tu apportes ou une solution? Ça dépend. Je crois que chaque personne est acteur de sa vie, encore une fois, et que chacun trouve sa solution. Nous sommes là pour les guider, pour les accompagner et essayer de les amener à ce qui peut être une nouvelle possibilité. En tout cas, pour moi, la médiumnité, c'est aussi, on dit qu'on est représentant de lumière, et je crois que on est là pour redonner de l'espoir aux gens. Les plus belles consultations que je fais, c'est celles où les gens partent, arrivent en me serrant la main et partent en m'embrassant, ou me renvoient un message dans les 2 jours pour me dire qu'ils sont heureux et que ça a changé quelque chose et qu'ils avancent. Pourquoi venir te voir? Alors, certaines personnes vont venir parce qu'ils ont, on leur a inculqué une certaine forme de religion, donc ils vont venir chercher des réponses. D'autres vont venir pour des problèmes de développement personnel, pour des problèmes karmiques, pour parler avec leurs défunts, beaucoup. C'est presque ma plus grosse activité. D'autres vont venir par rapport à des procès ou à des maladies graves, parce qu'ils sont sur le départ et qu'ils ont besoin de réponses, qu'ils ont besoin de savoir comment ça se passe après. C'est aussi le domaine professionnel, non? Effectivement, le domaine professionnel, puisque je travaille beaucoup avec les entreprises qui ont de gros contrats et qui en général ont besoin de savoir s'ils vont vendre, pas vendre, ou s'ils doivent signer avec telle ou telle personne. Donc effectivement, il y a un accompagnement qui est assez... on touche beaucoup de choses. Voilà, c'est très très varié, effectivement, on touche beaucoup de choses. Maintenant, je reste quand même beaucoup axée, effectivement, sur tout ce qui est, entre guillemets, paranormal. Beaucoup d'exorcisme. Ça fait 17 ans aujourd'hui que je pratique ça, où j'ai reçu des prières très, très particulières des guides. Et effectivement, ça fait partie aujourd'hui des choses que je travaille le plus. Tu fais du soin aussi, non? Beaucoup. Exorcisme, contact défunt et soins, c'est quelque chose d'assez récurrent, mais toujours en essayant d'amener une vraie prise de conscience dans la maladie et dans cette étape qui amène à la guérison ou pas, malheureusement. Il y a 4 ou 5 ans, tu as créé l'association. Pourquoi? Et si tu peux nous parler un peu de cette association aussi. J'ai créé l'association L'Œil de Jade quelques mois après la mort de ma fille, Marion. Ça faisait quelques années déjà que j'enseignais chez moi, dans mon bureau, avec des petits comités. Et puis un jour, Marion est partie. Et quelques mois après son départ, je l'ai retrouvée donc en écriture automatique. Et au fur et à mesure des communications, des discussions, des échanges et des livres que j'ai remplis, ou des cahiers que j'ai remplis encore avec elle, elle m'a annoncé qu'il fallait aujourd'hui que j'enseigne à plus de monde et qu'il m'avait choisi et qu'il était prévu que j'aille ailleurs, que j'avance et que je devais toucher plus de personnes pour ouvrir les consciences et leur amener une autre forme de vérité. Mais est-ce qu'on peut vraiment apprendre? C'est pas un don? Alors moi je ne crois pas au don et je ne valide absolument pas le mot don. Je crois que ceux qui auront lu mon livre en tout cas le savent. On le sait. Parce que pour moi le mot don signifie qu'on vous a donné quelque chose. Et le fait de donner, encore une fois, pour moi ça veut dire qu'il y a un prix, il y a certains qui seront privilégiés et d'autres pas. Or on est tous, je pense qu'on vient tous de la source, on vient tous du même endroit, on a tous les mêmes capacités. On a des capacités extrasensorielles qui se développent au fur et à mesure de notre existence, voire de nos vies successives et de la sagesse que l'on a acquérie. Et je crois que ces capacités, tout le monde les a et tout le monde les aura à un moment donné. Qu'elles se développent, qu'elles ne se développent pas, je pense que tout le monde les a. Depuis des années, j'ai repéré énormément d'élèves. Et effectivement, avec l'association L'Œil de Jade que j'ai créée, donc il y a maintenant bientôt 6 ans, qui a tenu en tout cas 6 ans, j'ai reçu un grand nombre d'élèves. Et tous se sont surpris à me dire, mon Dieu, Jade, je ne savais pas que je pouvais faire ça. J'ai reçu beaucoup de cartésiens, c'est les gens que je préfère en général, les cartésiens. Parce que je crois encore une fois que de croire bêtement tout ce qu'on nous dit, c'est pas forcément intelligent et je crois qu'il faut aller chercher sa propre vérité et vérifier. Et c'est ce que j'amène à faire pendant mes cours, c'est effectivement vérifier. Alors, est-ce qu'il existe des dérives à ton métier? Alors oui, il existe des dérives. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens apprennent en autodidacte.
Beaucoup de gens qui ont un peu de magnétisme dans les mains ou qui ont fait un petit peu d'écriture automatique vont tout de suite vouloir aller enseigner, vont vouloir mettre une plaque en disant moi je suis magnétiseur, médium, voyant. Alors ok, maintenant attention, c'est une expérience, c'est un travail, un véritable travail. Il faut avoir beaucoup bossé sur soi. Je ne crois pas qu'on puisse conseiller et aider quelqu'un si on n'a pas réellement vécu cette expérience et si on n'en a pas tiré une leçon et si on ne l'a pas réellement expérimenté et intégré. C'est ce qui fait qu'on est un meilleur accompagnant et qu'on peut vraiment conseiller. On ne peut pas parler de choses qu'on ne connaît pas. Donc je crois qu'effectivement, il faut beaucoup travailler sur soi et qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'un petit peu facile. Maintenant, il y a aussi le fait que beaucoup de gens comptent sur cette guidance pour orienter leur vie. Beaucoup de gens, moi je le vois quand ils viennent au cabinet, ils attendent un long mois pour venir me voir. Aujourd'hui, ils ont tendance à nous voir comme des dieux, ce que nous ne sommes absolument pas. Nous sommes différents, nous avons des capacités peut-être qui sont bien plus développées que d'autres. Pourtant, ça fait de nous des gens humains qui ont aussi la possibilité d'être fatigués, de se tromper, de mal conseiller. Or, il y a des gens qui ne vivent qu'à travers la médiumnité, qu'à travers les consultations et qu'à travers le médium. Qui, une fois qu'ils sortent de votre bureau, vont faire au pied de la lettre ce que vous leur avez demandé de faire. Pour moi, c'est très grave. Encore une fois, on entrave le libre arbitre des gens. Oui, et donc tu ne demandes pas de faire. Comment? Tu ne demandes jamais de faire. Aux gens? Oui. Non, moi je ne le fais pas. Et je demande aux gens surtout, et j'essaye déjà dans ma consultation de ne pas leur imposer quelque chose. J'essaie de leur amener une possibilité, de leur amener un choix, mais en précisant toujours que c'est à eux de décider. Voilà, et voilà, on essaie encore une fois de trouver une solution, mais je ne crois pas qu'il faille obliger les gens en leur disant vous devez faire ceci, vous devez faire cela, parce qu'il y a des gens qui sont absolument addicts à tout ça et qui vivent en fonction de ce que vous leur dites. Et ça peut être dramatique malheureusement. Donc, qu'est-ce que tu as le plus comme remarques venant des gens? Alors, les remarques. On critique beaucoup mon CV parfois. Enfin, on l'a eu beaucoup critiqué dans le sens où les gens me voient faire de l'exorcisme, me voient faire de la lithothérapie, me voient faire du soin, me voient faire de l'enseignement, écrire des livres, etc. Et ils trouvent que ça fait beaucoup pour une seule personne et donc forcément on vous assimile un petit peu à un charlatan ou quelqu'un qui se vante et qui est un petit peu dans l'égocentrisme. Alors, je ne juge pas ces gens-là et je leur laisse, encore une fois, cette croyance-là. Je ne me défendrai pas de ça, si ce n'est de dire que, comme n'importe qui dans la vie, on change de travail, on évolue de poste en poste dans une société et voilà, on grandit. J'ai quand même plus de 30 ans de métier. J'ai commencé, j'avais 15 ans, donc j'ai de longues années de travail derrière moi. Je travaille quand même 80 heures par semaine. Alors attention, hein, pour ceux qui critiquent ça aussi, je ne fais pas des consultations non plus, je ne fais pas 10 consultations par jour parce que je les fais, je pense, prendre le temps pour chaque personne et j'essaie de les faire bien et que, voilà, comme tout le monde, au niveau de l'énergie, je monte relativement haut, je dois me maintenir sur ces paliers-là et qu'en fait, non, effectivement, je me suis diversifiée, mais parce que j'ai reçu énormément d'enseignements au cours de ces 30 ans qui m'ont permis de le faire. Donc comme n'importe qui dans une société, oui, j'ai monté les échelons et je me suis autorisée à toucher à plusieurs choses et qui, je crois, jusqu'à présent m'ont plutôt bien réussi puisque voilà, je suis toujours là après toutes ces années. Ensuite, effectivement, les gens jugent le fait que je ne puisse pas être disponible tout le temps. C'est-à-dire que travailler 80 heures par semaine n'est pas suffisant. Je prends une semaine de vacances par an. Et malgré ça, les gens m'appellent les week-ends, la nuit, le soir, les jours fériés. Et quand je ne peux pas recevoir en consultation avant plusieurs mois, je me fais limite insulter en me disant vous n'êtes pas consciencieux, vous n'avez aucune conscience professionnelle. Et en fait, vous laissez les gens dans leurs difficultés, dans leurs souffrances. Ah bravo. Je ne peux pas, je suis juste humaine. Ce que je fais, j'essaie de le faire bien. Et si j'en faisais plus aujourd'hui, je ne serais absolument plus compétente. Et c'est là où je ne serais plus crédible, donc je me l'interdis. Je fais ce que je peux aujourd'hui, mais j'essaie de le faire bien. Voilà. Et pour la dernière, je crois, critique et le dernier jugement, évidemment, celle qui va parler à beaucoup de gens, c'est pourquoi vous vous faites payer. Alors que les gens comprennent bien que pendant très longtemps, j'ai commencé effectivement par la coiffure et par le commerce, jusqu'à me rendre compte qu'à chaque fois que je touchais une tête ou que je faisais un shampoing ou un brushing, je recevais toutes les informations et je ne pouvais rien en faire. Pour le commerce, ça a été pareil quand j'habillais une personne.
Dès que je remettais une ceinture ou une écharpe, tout venait, tout arrivait et je n'étais pas en position de pouvoir conseiller. J'ai travaillé 8 longues années avant de toucher quelqu'un, notamment dans le milieu hospitalier, en accompagnant ma fille dans la maladie. Et un jour, je me suis dit, qu'il fallait que je m'assume, ce que j'avais plus ou moins évité par rapport au regard de la société aussi, parce que j'ai grandi dans un petit village où même à l'école, on m'a beaucoup rejetée. Être médium, c'était pas possible. Soit j'étais une sorcière, soit j'étais une folle. Donc après les médecins, non, je n'étais pas schizophrène. Et un jour, j'ai fait le choix de m'assumer tel que j'étais, au risque de perdre ma famille, de perdre mes amis, d'être rejetée de tout le monde. C'était un vrai choix qui a été difficile, mais que j'ai fait. Et ce jour-là, j'ai choisi effectivement de pratiquer régulièrement et tous les jours pour pouvoir aider le maximum de personnes. Parce que pour moi, c'était important. Et avec les enseignements que j'avais envie de faire profiter les gens de ça. J'avais envie de le partager. Donc, il a fallu que je rentre dans ce milieu-là. Moi, que je continue à travailler de mon côté, avec ce que la vie m'imposait aussi, bien évidemment. J'ai travaillé dur pour être là où je suis. C'est un métier exactement comme un autre qui me permet d'être là pour les gens qui en ont besoin, tout le temps, régulièrement. C'est un métier qui me demande du travail, qui me demande de l'épuisement, de la fatigue, qui me demande un accompagnement, encore une fois, très diversifié, que ce soit dans l'enseignement ou dans le défunt ou dans la maladie ou dans n'importe quoi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'essaie de faire le mieux possible. Je suis obligée de vivre. Nous sommes sur une terre de matière et d'énergie. Encore une fois, l'argent est une énergie. On a besoin de manger, on a des enfants, on a une maison, on paye des charges, on a une voiture qui nous sert à aller travailler tous les jours, on y met de l'essence, je paye mon électricité, je paye tout comme tout le monde, et donc je dois aussi travailler et gagner ma vie. Les gens m'ont souvent dit, vous êtes faite pour travailler gratuitement, et je leur dis toujours, si je travaille gratuitement, je vivrai comme une SDF sur un trottoir. Et même si j'avais les capacités que j'ai aujourd'hui, vous ne feriez pas la queue, vous n'attendriez pas 4 mois pour me rencontrer, vous ne me regarderiez même pas sur le trottoir, et pourtant je serais la même personne. Donc les gens critiquent le fait qu'on gagne de l'argent, et en même temps, si on n'en gagnait pas, on serait critiqué aussi. Donc on est encore dans le stéréotype de la médium, qui doit être pauvre, qui doit être presque moche, qui doit travailler non-stop, qui ne doit pas vivre, qui doit être complètement dans le sacrifice de ce qu'elle fait. Eh ben non. Moi, je ne suis pas dans le sacrifice parce que je me respecte, parce que j'ai une vie à côté, et que pour bien partager avec les gens, j'ai besoin aussi d'être heureuse et de m'épanouir dans mon travail. Donc oui, je suis obligée de prendre de l'argent, et voilà. Mes guides, il y a quelques années, m'avaient dit, Jade, c'est une question que j'avais posée à force de critiques justement, et mes guides m'avaient dit, bien évidemment, si tu avais fait des études de chirurgie, tu te ferais payer pour le travail que tu fais. Exactement comme aujourd'hui, tu as travaillé dur pour être là où tu es. Maintenant, tu as le droit à l'abondance, tu as le droit de gagner de l'argent à condition qu'il soit gagné honnêtement. C'est ce que j'essaie en tout cas de faire chaque jour. Donc les soins, les consultations, l'association, tu nous parles un peu de tes livres? Alors les livres, encore une fois, après l'aboutissement de l'association L'Œil de Jade, un jour, c'est un matin, je me suis réveillée et ils m'ont dit, maintenant que tu enseignes à travers ton association, tu vas enseigner encore plus loin et encore autrement. J'avais eu quelques messages, quelques années plus tôt, qui m'avaient dit, on t'a prévu quelque part et on sait où on veut t'amener. Donc j'ai été très surprise en leur disant, moi j'ai jamais été quelqu'un de scolaire, je ne travaillais pas bien à l'école. Même si le français, tout ce qui était littéraire, tout ça était encore ce qui était le plus facile pour moi. Mais je me suis demandé comment j'allais pouvoir écrire des livres. Et ils m'ont dit, on est là. Mais ce qu'on attend de toi, c'est que tu amènes encore une fois une autre forme de vérité et on va t'aider à écrire ces livres de façon à ce que tu puisses toucher des gens qui n'arriveront pas jusqu'à toi. Donc j'ai écrit un premier livre, plutôt autobiographique, que j'ai écrit avec Marion après sa mort, qui m'a accompagnée, un livre où j'avais envie d'expliquer mes souffrances de femme, parce que beaucoup de gens pensent encore une fois que parce qu'on est médium, on est plus aidé que les autres et qu'on a plus de facilité, parce que justement on reçoit plein de choses. Non, pas du tout. Quand on est médium, souvent on est plus sollicité au niveau de nos blessures et de nos douleurs, encore une fois parce qu'il n'y a que dans l'expérimentation qu'on apprend et qu'on sait. Et à travers toutes ces épreuves que j'ai vécues, je me suis rendu compte qu'elles m'avaient vraiment aidée. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable d'accompagner toutes les personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi. Donc finalement, c'était un bel apprentissage. Donc je l'ai partagé dans ce premier livre pour montrer que j'étais une maman toute simple, une maman en deuil aussi, mais qu'à travers ce deuil et à travers la mort, moi je l'ai vécu comme quelque chose de fort, de beau,
Ça a été un combat et en même temps, ça a été un moment des plus forts de ma vie, donc je suis très fière. Le deuxième livre, différent, écrit avec David, mon maître enseignant, mon maître spirituel, qui est là pour mes cours, qui protège mes élèves et que beaucoup d'élèves ont rencontré en écriture automatique, qui lui m'a donné tous leurs enseignements de là-haut. J'avais envie d'écrire un livre qui ne vienne pas de moi, parce que je crois que quand on écrit, en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, on met nos vérités dans un livre. Mais finalement, ces vérités, elles n'appartiennent qu'à nous, qu'à celui qui l'a vécu. Et moi, je n'avais pas envie d'aller donner ma vérité, sachant qu'elle ne serait peut-être pas forcément juste. Donc j'ai choisi de le faire en écriture automatique et d'aller le travailler avec les guides, voilà, pour avoir leur vérité sur plein de sujets. Sur la vie, sur la mort, sur la réincarnation, sur le rôle de l'âme, sur son fonctionnement, sur l'esprit, sur la vie animale, sur plein de sujets. Et là, je suis en écriture du 3e livre sur le passage de la vie à la vie. Et c'est un pur bonheur et c'est un régal. Tu as un petit garçon, Robin, qui a 9 ans. Oui. S'il te disait qu'il voulait être médium plus tard, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, c'est quelque chose que tu attends, que tu espères? Alors, je laisserai mon fils complètement indépendant. Il fera son choix. Ce qui est sûr, c'est que il a lui-même vécu déjà des choses assez importantes par rapport à ça. Je sais qu'il a les mêmes capacités que moi, comme Marion les avait aussi, hein, un petit peu transgénérationnel. On transmet un petit peu nos facultés. Maintenant, j'ai écrit de nombreux livres. J'ai des valises entières d'enseignements qui viennent de là-haut, y compris avec sa sœur. Aujourd'hui, Robin a 9 ans, il n'est absolument pas capable de comprendre l'écriture automatique, mais ses enseignements, il les aura le jour où moi je ne serai plus là, et puis il aura mes livres. Si en grandissant, effectivement, il me demande de développer ça, je le ferai, et avec grand plaisir, en essayant de l'éloigner le plus possible de ses sphères basses et en essayant de l'élever aussi haut que possible, mais en même temps, je suis consciente que le choix vient de lui et je n'essaierai absolument pas de le persuader. J'essaye de l'élever dans une philosophie de vie qui est hors religion, justement, plutôt christique que catholique ou quoi que ce soit d'autre. J'essaie plutôt de lui apprendre les valeurs de la vie, du respect, la patience, la détermination, le courage, voilà, la communication. On travaille plutôt sur ça. Maintenant, je pense que c'est lui qui choisira ce qu'il a envie de faire. Je transmettrai s'il est sur demande, bien évidemment. Bien. Est-ce que tu as des choses à nous rajouter? Je crois pas. Je pense qu'on a fait un bon tour. Je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, je te remercie, Claire. Merci beaucoup pour ce moment partagé.